Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Veuve aux gants roses, d'après le roman de Maurice de Cobra, dans une adaptation de Pierre Rolland, avec Jacques Morel dans le rôle de Bradley, Rosie Vart, Jacqueline Rivière, Jean-Claude Michel, Georges Aminel, Geneviève Morel, Raymond Pélissier, Jean Bollot, Nicolas Amato, Pierre Olivier et Pierre Vernier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage, Jean-René Niclès. Prise de son, Noël Barbet. Opérateur, Charles Marier. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Allô, Géraldine? Bon, t'as trouvé mon petit mot sur ton bureau? Bah oui, mon chou, j'ai été obligé de partir avant ton retour. Mais non, mais la veuve aux gants roses était venue me voir. Oui. Il paraît que depuis quelques jours, elle est l'objet d'une filature en règle. Ah bah oui, évidemment, ça l'inquiète. Non, le type faisait le pied de grue devant la maison. Oui. Ah, tu penses, l'occasion était trop belle de filer le fileur. Alors j'ai laissé partir Stella là devant, et puis j'ai emboîté le pas au confrère inconnu. Oui. Ah ben, la veuve aux gants roses nous a fait pas mal trotter. Le type derrière elle et puis moi derrière le type. Et jusqu'à 6 heures, modiste, bottier, coiffeur. Non, à 6 heures, elle est rentrée à son hôtel et le gars qui commence à connaître ses habitudes a laissé tomber la filature. Oh, ben tu sais, le temps que la veuve aux gants roses s'en fasse une beauté pour sa virée du soir, ça donne une bonne heure de répit. Hein? Moi, je suis 72e rue. Non, le particulier est en train de se désaltérer dans un pub en face. Ah ben oui, je guette sa sortie. Non, j'ai l'impression qu'on tardera pas à faire connaissance. Commande? Mais non, t'inquiète pas, mais non. Non, c'est pas très dangereux, hein, de ces faux durs qui ont plus de mauvaise graisse autour des os que de bons muscles. Ah ben, attends. Oui, cette fois, c'est lui qui sort du pub. Où est-ce qu'il va? Attends, je regarde. Ah, ben, je m'en doutais, oui, il niche dans le petit hôtel miteux à côté. Bon, ben voilà qui s'annonce bien. Alors, à ce soir, mon chéri. Oui. Au revoir, Géraldine. Au revoir. Vous désirez, monsieur? Je viens de voir entrer dans votre hôtel un de mes camarades de régiment. Vous voulez parler de monsieur White, qui est monté? Oui, c'est ça, oui. Regardez-moi, je le cherche partout, c'est un si bon copain. Où est sa chambre? Le 550. Voulez-vous que je vous annonce? Oh non, vous rigolez, mon vieux ancien des marines. Ce qu'on fait des chichis. Merci, monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Georges. Allez où, vieille noire? Qui êtes-vous? Georges comment? Oh bah voyons, Georges Becker. Compagnie B, le 2e bataillon d'infanterie de marine. Guadalcanal, tu te souviens, quoi? Vous devez faire erreur. Tu me feras jamais croire que t'es pas Frank Bennett. Je ne suis pas Frank Bennett. Et je ne connais pas de Frank Bennett. Oh, bah alors, ça tu lui ressembles comme un frère jumeau. En te voyant entrer dans l'hôtel, je me suis dit, c'est Frankie, ça. Enfin, si t'es pas Francky, excuse-moi. C'est des choses qui arrivent, hein. Cigare? Merci. Hein? Allume-toi. Merci. Tu permets, je m'assois un peu? Qu'est-ce que tu fabriques dans la vie? Oh, mais dites donc, ça ne vous regarde pas. Ah oui, au fait, est-ce que ça me regarde? Enfin, t'es pas de New York, en tout cas, hein? De San Francisco. Ah, bah mon gars, ça fait voir du pays, ton job. Ah, écoutez, j'ai affaire. Oui, bien sûr. Mais pour qui tu travailles en ce moment? Vous devriez savoir qu'on parle jamais de ça. Ah bon? Bon, bah je vais te laisser. Je veux pas t'embêter plus longtemps. Tenez, la porte, c'est ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, décidément, t'es pas Francky. Non, parce que lui, il aurait pas posé des questions pareilles. Il avait appris dans les commandos en même temps que moi. Ça s'appelle une clé au bras, mon pote. C'est l'ABC du catch. Quand on fait ton boulot, c'est utile à connaître, tu sais. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Simplement savoir le nom de celui qui t'a envoyé de San Francisco à New York. Je peux pas le dire. Non, je peux pas. Ah, tu peux pas. T'as tort, parce que si j'opère une torsion de plus en plus vive, il arrive un moment où... Hein? Alors, tu le dis, le nom du mec pour qui tu travailles?
Non. Attention, attention, si je continue, je vais finir par te démettre l'épaule. Allez, accouche. Accouche, nom de Dieu, ou je te dis ça comme un pantin. Tiens, ça commence à craquer. 16. Allez. Non. Allez, vite. Harold Erkovitch. Harold Erkovitch de San Francisco? Oui. Bon, allez. Allez, scoute ta patte, va, y a rien de cassé, t'as fait pas de bille. Salaud, tu vas me le payer. Ah, allez. Ah, tu voulais téléphoner, hein? Eh ben, je t'ai donné la communication avec le pays des songes. Ah, ça, j'ai le punch un peu sévère. Fais dodo, mon petit White. Voyons. Harold Erkovitch. Harold Erkovitch de San Francisco. Chérie, voici justement une lettre par avion, ça vient de San Francisco. Tes vœux sont exaucés. Allez, passe-moi l'objet, Géraldine. Tiens. Bravo, c'est ça. Rapport d'enquête concernant Harold Erkovitch, très confidentiel. Oui. Harold Erkovitch, 45 ans, signalement cheveux blonds, taille 6 pieds 2 pouces, musculature puissante. L'un des racketteurs les plus redoutés de la côte californienne. A réussi à ne se faire pincer que pour des délits peu graves. A cependant plusieurs cadavres sur la conscience et devrait être pendu depuis longtemps. Ça me plaît, va y avoir du sport. Contrôle une organisation de boucs clandestins, le commerce des poissons et de nombreux tripots. A été pendant plusieurs années l'associé d'un certain Oscar Wynne. Oscar Wynne, 1000 milliards, mais c'était l'époux de la veuve au gant rose. Mais oui. Oscar Wynne qui est mort il y a environ 1 an, laissant une fortune considérable réalisée dans différents rackets. Eh ben, c'est un fameux rapport, ça. Oh, je le disais bien. Une femme en noir qui porte des gants roses, moi, j'ai toujours trouvé ça louche. Elle t'a raconté que son mari s'était enrichi dans l'honnête commerce de l'export-import. Déjà un mensonge. C'est une femme qui est pas curieuse, voilà tout. Elle se disait, le cher Oscar gagne des dollars, elle cherchait pas plus loin. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je me demande pourquoi le dénommé Erkovitch fait tant de frais. Il avait sans doute des vues sur la belle veuve. Hein? Il aurait voulu prendre la succession du vieil Oscar. Non, moi je crois pas que ce soit aussi simple. Il n'aurait pas attendu 1 an pour démasquer ses batteries. Hein? Alors, tu as une explication meilleure à proposer? Pour le moment, non, on n'en voit pas, mais... Allez, va ouvrir, tiens, je parie que c'est notre veuve au gant rose. Ah ben, voilà une façon de s'annoncer. C'est bon signe, elle commence à sonner comme les familiers de la maison. Bonjour les enfants. Mes hommages, Mrs. Smith. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous arrivez à point, j'ai du nouveau. Oh, moi aussi j'ai du nouveau, Bradley. Vous avez devant vous une femme qui se trouve au seuil du bonheur. Oui, bon, alors j'ai reçu une... Oh, Géraldine, mon numéro 11. Votre numéro 11? Un amour. Écoute, Géraldine, tu sais bien, voici 2 semaines sur mon conseil, Mrs. Wynne s'est adressée à l'agence de notre amie Fanny McCaster pour avoir chaque soir un cavalier qui l'accompagne dans ses soirées. Voilà. Mais attendez, alors, comment se fait-il que vous n'en soyez qu'à 11? Seriez-vous resté 3 jours couchés sans sortir? Oh, c'est parce que depuis 3 soirs, je sors avec le même. Dès le premier quart d'heure, il m'avait fait une impression excellente. Une conversation charmante, très bien élevée. Il aime la musique que j'aime et il danse. Comme un dieu. Ah bon? Oh, très beau garçon avec ça. Eh Un brun aux yeux bleus. Oh, c'est pas une armoire, vous savez, de ces poids lourds qui entrent de biais quand la porte est étroite. Non, mince, mais... bien proportionné, un teint de jeune fille, un joli petit nez, des mains douces et fines, non. Ah, quand on est avec lui quelque part, toutes les gars se le lorgnent. Eh ben, jalouse déjà. Oh hein. non, Oh. jalouse, non. Le cher garçon n'y fait même pas attention. Du reste, je crois que je commence à ne pas lui être indifférente. Ah, ça, je suis tranquille, ça. Dès le premier quart d'heure, comme vous-même. Hein? Si vous saviez comme c'est reposant d'être avec Eddie. Il est calme, gentil, mais gentil. Oh, une vraie détente pour les nerfs. Bah, dites donc, il est parfait, votre petit bonhomme. Oh, presque, disons 95%. 95%. Ah oui, et les 5% qui restent, alors qu'est-ce que c'est? Il aurait une tendance à boire. À boire? Qu'est-ce qu'il boit? Vodka avant les hors-d'œuvre. Oui. Fine Napoléon après le dessert. Oui. Et whisky chaque fois que l'occasion se présente. Oh, bah, ça est dans notre pays. C'est ce que je me dis. Tous les hommes, plus ou moins, oui, sont pas mal de femmes aussi, hein, avouez-le. Eh bien, écoutez, alors, il me reste plus qu'à vous donner ma bénédiction. hein. Si j'écoutais que mon cœur, je serais mariée dans 3 heures. Mais il faut être raisonnable, hein. Eddie m'a raconté toute sa vie. Il est tout à fait naturel que je vérifie. Oui. Alors, autrement dit, mon cher Bradley, je vous demande une petite enquête. La chère Mrs. Wynne, elle est déjà faite. Comment ça? Tous les boys de notre amie Fanny McCaster leur fiche ici. Ils ne sont agréés par elle que si les renseignements sont favorables. Bon, et pourriez me montrer la fiche d'Eddie? Oui, rien ne s'y oppose. Comment s'appelle-t-il? Edward Edouard Wilburn. Wilburn. Bon, Géraldine, chérie. Oui? Tu vas avoir la gentillesse de me chercher la fiche de ce garçon-là. Edward Wilburn. Bon, Oui. tout de suite.
Pendant que Géraldine fait cette recherche, il faut que je vous dise... il faut que je vous dise, moi aussi. Oui, quoi? Que si ce mariage ne se faisait pas, j'en serais désolée. Ah, vous le connaîtrez et vous me direz si vous avez jamais rencontré un homme avec des yeux pareils. Oh, mais des yeux, du saphir en fusion, Bradley. Des cils, bien longs comme ça. Oh, c'est bien simple, quand il me regarde, je me sens devenir comme ivre. Un frisson qui part de la nuque et descend entre les épaules. Voici la fiche demandée. Voilà. Allez, nous t'écoutons. Edward Gordon Wilburn, né à Boston, Massachusetts, le 15 décembre 1927. Ah, ça. Religion catholique. Entre parenthèses, ne pratique pas. Ascendance irlandaise. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Études secondaires, diplôme de bachelier S-lettres au Rockwell College, prépare son doctorat pendant 3 ans, échoue 2 fois et renonce. Bon, dans ces universités, il y a un tas d'intrigues, on n'a pas idée. Après sa démobilisation, vient tenter sa chance à New York, fréquente pendant 2 ans les cercles artistiques de l'intelligentsia de Greenwich Village, collabore à de petites revues d'art, écrit des romans qu'il ne réussit pas à faire publier. Non, c'est navrant. Avoir tant de talent. Tenez, il m'a lu une pièce qu'il a composée. Ben, c'est plus fort qu'Henri Faulkner. Il a trop d'esprit, que vous voulez que je vous dise. Ça effraie. Jusqu'à maintenant, il a été victime de la fatalité. Et dites-moi, sur la fiche, rien d'autre? Plus que 3 mots. Casier judiciaire vierge. Ah, c'est tout. T'es éloquent, n'est-ce pas? Vierge. Ah oui. Vierge. Bon, alors, qu'est-ce que vous décidez? Bon, de l'épouser, parbleu. Ah, mon cher Bradley, combien je vous remercie. Vous êtes ma providence. Oui, bon, alors maintenant, voulez-vous me Mais permettre... certainement. J'ai reçu tout à l'heure un rapport qui vous intéresse. Ah, celui que vient de me lire votre femme me suffit amplement. Non, parce qu'il ne s'agit pas de la même personne. Il s'agit de ce type, vous savez, qui vous suivait partout. Oh, je vous en prie, ne parlez plus de cet affreux bonhomme. Mais pourtant, il faut Mais bien... je ne sais pas s'il continue à m'espionner. Quand je suis avec Eddie, j'ai pas le temps de regarder autour de moi. Bon, eh ben les enfants, je vous laisse. Bon. J'ai 100 courses à faire vous penser quand on se marie, hein. Oui. Cher Bradley. Oui. Oh, mon cher Bradley, j'ai encore une faveur à vous demander. Elle est acceptée d'avance. D'être, avec votre femme, bien sûr, les témoins de mon mariage. Bon, avec plaisir. Quand? Dans 8 jours, à la cathédrale Saint-Patrick. Saint-Patrick. Ah, ce sera tout à fait entre nous. Pas de communiqué à la presse, pas d'invitation, rien. Eddie est de mon avis. Le plus strict incognito. Oui. Après la cérémonie, lunch, puis l'avion pour la Floride, lune de miel à Palm Beach. Pendant ce temps, le cher Bradley, qui est le plus obligeant des hommes, aura la gentillesse, monsieur, de nous trouver une belle propriété à louer dans Long Island, Oui. bien meublée, Combien de une pièces? dizaine de pièces, des arbres, des fleurs, quelque chose de joli, quoi. Bon. On est pas mal sur cette terrasse, mon cher Bradley. Ah, la vue sur le Sun est unique. Oui. Oui, cela console un peu de l'architecture de cette grande bâtisse ridicule. Ridicule, mais enfin assez confortable, reconnaissez-le, Eddie. De l'ignoble moderne style. Comme on en faisait dans les environs de 1900. Avec un décorateur génial à truffer d'un mobilier où le faux Louis XIII voisine avec le Louis XIV imitation. Et le pseudo Louis XV. Qu'en pense votre femme? Celle-là? Oui. Pourvu que ce soit du Louis, elle ne se soucie pas du numéro. Vous savez, Eddie, c'est encore une chance que je vous ai trouvé ça tout de suite. Oh, je ne sais pas après vous que j'en ai, Bradley, bien sûr. Oui. Et puis, il y a les grands arbres, les parterres fleuris, les petits oiseaux. Refuge idéal pour 2 amoureux, n'est-ce pas? Qui parlent. Stella vous adore. Ça oui. Et vous? Ouais. Enfin, je suppose que... Supposez ce que vous voulez. Remarquez, si vous trouvez la question trop indiscrète, ne me répondez pas. Enfin, Eddie, supposons que Stella ait été caissière dans un drugstore à 35 $ par semaine. Vous l'auriez épousée? Vous avez de ces questions. Vous n'avez pas un peu honte, quelquefois, d'avoir fait ce mariage d'argent? Quand on se débat dans la purée, comme c'était mon cas. Vous aviez un métier, vous écriviez. J'écris encore. Et le succès tarde à venir. J'ai collaboré à une revue d'art confidentielle qui s'appelait Émotion. Au bout de 6 mois, la faillite. Puis à une autre baptisée Néant, qui mérite bien son nom. J'ai à mon actif un roman intitulé Cantate pour une salope. Ah, c'est de vous, ça? Non, ne vous fatiguez pas. Aucun éditeur n'en a voulu. Ouais. Une pièce aussi. Réaliste. Comme la lune. Non, c'est le titre. C'est amusant. Toujours la même histoire quand on s'acharne à créer des œuvres qui sont en avance sur leur époque. Ah, c'est la rançon du génie, mon pauvre ami. Ce qui me permettait de manger à peu près à ma faim, c'était surtout les 15 $ que je touchais chaque fois que je sortais avec une vieille perruche de la mère McMaster. Alors pourquoi aurais-je honte d'avoir relevé le gant rose que cette aimable veuve me jetait, hein? Puis d'autant plus que c'est une très belle femme. Oui.
À 25 ans, elle devait être magnifique. Rubens. Non, vous exagérez. Elle n'a que 52 ans. 24 de plus que vous. Ça vous gêne pas? Vous pensez bien que j'aimerais mieux rentrer tous les soirs dans la chambre d'une starlette de 20 ans. Mais les jeunes perdrix de l'année ne m'auraient même pas payé un étui à cigarette en or massif. Tandis qu'une Stella, ça vous offre l'étui pour votre fête et pour votre anniversaire. Une Lincoln dernier modèle. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas une Lincoln, en tout cas. Ah non, ça, si j'en juge par le bruit du moteur, c'est tout juste une Chevrolet de grande série. Elle vient de s'arrêter au bord des marches. Mais nous n'attendions personne. Peut-être des amis à vous, Bradley? Oh, Eddie, je me permettrai pas d'inviter des gens dans votre maison. Oh! Idiot que je suis, c'est l'ami Dobbs. Confrère? Oui, un confrère. Il n'est pas de seul, dis donc, il y a une cavalière. Faites au moule, la matine. Vieux Dobbs! Quelle bonne surprise! Eddie! Mais Eddie, ouvre-moi! Oui, Eddie, voyons, c'est pas sérieux. Ouvre cette porte! Qu'est-ce qui se passe? Stella! Mais Stella, qu'avez-vous? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, c'était... Non, calmez-vous. Tenez, entrez un moment dans notre chambre. Non, je vais peut-être réveiller le chien Bradley. Mais non, allez, venez. Oh, venez, entrez. Oh, Stella, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chauve-souris dans votre ciel de lit? J'ai une honte. Eddie est allé s'enfermer tout seul dans sa chambre, il m'a claqué la porte au nez. Une petite querelle d'amoureux, je parie que vous lui avez fait une scène, hein? Bon, on en ferait une pour moins que ça. Quoi donc? Ah bah vraiment, pour un policier, vous n'êtes guère observateur. Pendant tout le dîner, cette cabotine de bas étage n'a cessé d'asticoter Eddie. Oh, Stella, mais je crois que vous exagérez. J'étais assise en face d'elle, je vous jure qu'elle n'a pas dépassé la mesure. Un véritable scandale. Pour expliquer je ne sais quelle niaiserie sur le théâtre néo-réaliste, elle se penchait en avant, afin qu'il ne perde rien des splendeurs de son décolleté. Je fais pas exprès, moi aussi ça m'est arrivé de plonger involontairement, c'est pas un crime. Mais voyons, Stella, s'il fallait que je me gendarme chaque fois que Bradley jette un regard connaisseur sur les atouts d'une poupée qui aime à les montrer. Oui. Mais les hommes sont comme ça, ma chère. Faut bien de temps en temps qu'ils aient leur petite distraction. En tout cas, vous auriez mieux fait de laisser Eddie tranquille. Le pauvre garçon a eu la réaction naturelle d'un innocent injustement accusé. Oh, justement. Mais je l'ai vu tout de même. Et il vient de me traiter de femme stupide. Oh, mais vous l'aviez mise à cran avec vos reproches. Oh, il m'a quitté sans m'embrasser. Oh là là, oh, que je suis malheureuse. Oh, je ne sais plus que faire, je ne sais plus que penser. Non. Vous voulez un conseil? Oh oui, Géraldine, oui, j'en ai tant besoin. Eh bien, moi, à votre place, voilà comment j'agirais. Oui, dites-moi tout. Dès demain matin, je me ferai servir mon déjeuner dans ma chambre et verrouillerai ma porte. Ah? J'irai me promener en ville toute seule. Toute seule? Oui, je ne rentrerai pas pour dîner. Et les jours suivants, s'il m'arrivait de le rencontrer dans la maison, je ne ferai pas plus attention à ces personnes que si je rencontrais l'homme invisible de Wells. Oh! Et dans 3 jours, vous constaterez le résultat. Vous pouvez faire confiance à Madame Géraldine, elle en connaît un bout. Bah, je crois bien en effet que la recette est bonne. Pour le moment, vous n'avez plus qu'à rentrer tranquillement chez vous et vous mettre au lit. Oui. Ah oui, chérie. Oh, comme je vous remercie, vous êtes formidable. Eh ben, je vais dormir comme un plomb, là. Alors, monsieur Angelo, les maîtres, vous devez bien savoir, vous qui les servez à table. Rien de sensé. Il mange sans se dire une parole. Comme 2 chiens de faïence. Oh. Et 2 jours que c'est la dure. Une cuisinière, ça a besoin d'être tenue au courant, vous comprenez, pour composer des menus en rapport avec la situation. Eh, vero. Et aujourd'hui, en raison de la situation, qu'est-ce que vous avez préparé comme entremets? Des œufs à la neige. Regardez, monsieur Angelo, c'est prêt, vous pouvez emporter. C'est joli à regarder. Que vous êtes une cuisinière. De prima. Oh, monsieur Angelo. Mais moi, il faut que je fasse attention. Tout à l'heure, quand j'ai porté la salade, mon pied il a glissé, j'ai manqué métallique comme une crêpe sur le placé. Oh. Alors, Antero, attention à la vaisselle. Madonna. Ecco, la signora et le signor se gondolaient en me regardant. Du coup, la glace qui était rompue, comme disent les gens.
Et le competiere aussi, qu'il était un tout petit morceau. Vous voulez donc rénover le genre Maxenet? Et mon prestige aussi. Totalement en miettes qu'il était. Madonna mia. Que de ma vie, hein? Jamais. Ma jamais j'ai eu une pareille humiliation. Hein? Et la cuisinière qui disait qu'elle composait ses menus pour la situation. Hein? De la situation, j'en avais les yeux, plein les yeux et les oreilles, et jusque dans les cheveux que j'en avais de la situation. Mais ouais. Alors, Angelo, oubliez cette mésaventure et réjouissez-vous. Depuis hier, vos maîtres sont réconciliés. Réconciliés, ça vous pouvez le dire. Hein? Quand je suis parti, tous les deux sur la terrasse, que ça roucoulait comme deux pigeons. Angelo, je voudrais que vous gagniez absolument la confiance de votre patron. Que j'ai fait ce que je peux, mais cet homme-là, signore Pradere, il est beaucoup bizarre. Tiens. Eh si. Un jour bon, Oui. un jour mauvais. Un jour gentil comme tout, un jour méchante, pire que le tigre. C'est surtout quand il revient de New York que ça le prend. Et il vient souvent à New York? Oh, 1 ou 2 fois par semaine. Seul? Quelquefois avec la signora dans la Cadillac et quelquefois seul dans sa Lincoln. Il dit qu'il va voir les éditeurs. Angelo, chaque fois que vous le verrez partir seul pour New York, prévenez-moi par téléphone. Pas de la villa, naturellement. Hein. Naturellement, il y a un petit bar à 2 pas. Il y a une autre question. Quand j'ai fait la connaissance d'Eddie Wilburn, il avait une tendance à boire un peu plus qu'il n'aurait fallu. Maintenant... Oh, c'est comme tout ce qu'il fait, jamais régulier. Des jours, rien. Et des jours... Non, des jours. Beaucoup. Ouais. Les mauvais jours, il est d'une nervosité, d'une anxiété inimaginable. Hein. Il marche dans toute la maison et les jardins, comme s'il cherchait quelque chose. Ah, je sais pas quoi. Oui, c'est curieux, en effet. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre à signaler. Ah si? Alors, allez-y, mais... C'était hier. Oui. Oui. Je l'avais vu entrer dans la salle de bain de madame. Ah, je lui ai dit, pourquoi il fait ça? Il a tout ce qu'il faut dans la sienne. Eh? Alors, quand lui il est parti, je vais, je regarde tout partout. J'ai ouvert la petite armoire de médicaments, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une petite boîte, qu'elle n'était pas tout à fait à la même place que d'habitude. Qu'est-ce que c'était que cette petite boîte? Et une petite boîte qui a des ampoules, vous savez, pour faire les piqûres. Mais des ampoules de quoi? Attendez, j'ai copié les noms sur un bout de papier, là. Thyroïdoxine. Ah oui, c'est un produit que les dames sur leur tour se font fourrer dans la peau pour rester svelte. Et l'infirmière, elle venait tous les vendredis. Alors aujourd'hui, par conséquent? Ce matin. Et ce matin, j'ai remarqué autre chose. Oui. Quand je suis venu dans la chambre dire que l'infirmière, elle était arrivée, le signor, il est devenu tout pâle. Il a couru dans la salle de bain de madame. C'est soif qu'il disait, c'est soif, il faut que je boive un verre d'eau. Après le déjeuner, je ne le perdais pas de vue, moi. Hein. Je le vois qui s'en va dans les jardins, tout seul. Se promenait derrière la casa du jardinier. Et tenez, ce que j'ai trouvé dans l'allée. Ce sont des fragments de verre, ça. Eh, j'ai enveloppé ça soigneusement pour vous l'apporter. Il avait dû écraser de son pied une ampoule comme celle de la petite boîte. Et ce n'est pas fini. Voilà celle que j'ai ramassée après la piqûre dans la corbeille de la salle de bain. Angelo, vous êtes un type épatant. Permettez? Allô, laboratoire Perkins & Co? Géraldine. Oui? Je viens de recevoir le résultat des laboratoires Perkins. Ah. C'est formidable, mon chou. L'ampoule trouvée dans la salle de bain contenait de la thyroïdoxine. Oui? Et dans l'autre, tiens-toi bien, il y avait du virus de poliomyélite. Une piqûre, c'est la crise foudroyante. La mort en 48 heures. Mon Dieu, Stella! Non, rassure-toi, s'il y avait eu quelque chose, Angelo m'aurait téléphoné. Tiens. C'est son coup de sonnette! Voilà. Alors, cette elle est bien vivante, tu vois. Stella! Voilà. Entrez, ma petite Stella, entrez! Alors, Stella, comment allez-vous? Oh, mal. Terriblement mal. Qu'est-ce qu'il y a? La santé? Mais non, il s'agit bien de la santé. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est affreux. Ouais, asseyez-vous, puis racontez-nous ça. Allez. Oh, c'est inouï. Figurez-vous que tantôt, j'étais seule dans mon salon. Eddie était à New York pour voir un éditeur. Le téléphone sonne, je décroche. Et qu'est-ce que j'apprends? Qu'il avait rendez-vous avec sa théâtreuse, la Maureen Berry. Oh, le misérable. Après toutes les promesses qu'il m'a faites, oh, c'est indigne. Enfin, Bradley, je vous avais chargé de surveiller ce chat de gouttière, mais qu'est-ce que vous faites, Il est alors? surveillé, ça je vous le garantis. Bon, je dois dire que jusqu'à présent, rien ne m'a été signalé qui puisse alarmer une femme jalouse. À retrouver. Mais enfin, cette petite saleté de Maureen Berry... C'est la première fois qu'elle essaye de relancer. Mais quand il vient à New York, êtes-vous sûr qu'il ne la rejoint pas?
À New York, il est constamment filé. Oh. Non, on ne l'a jamais vu avec ce qu'il est convenu d'appeler les femmes de mauvaise vie. Et tout de même, il y a un détail qui me donne à réfléchir et que je me réserve d'approfondir. À 3 reprises, vers 5 heures, il est entré dans les bureaux d'un avocat nommé MacDonald, 1315 West End Avenue. Et peut-être savez-vous pourquoi il va chez cet avocat? MacDonald? Oui. Connais pas. Il m'en a jamais parlé. Il se peut qu'il ait un procès en vue au sujet d'une affaire intéressant sa carrière littéraire, non? Oh, ça m'étonnerait. Tout ça me semble bien louche, dites donc. Je vous en prie, Bradley. Oui. Faites une enquête sérieuse sur ce mystérieux MacDonald. Car c'est peut-être encore plus inquiétant que pour Maureen Berry. Voulez-vous parier $100 contre un cent que cet avocat marron organise des orgies au milieu de ces cartons verts? Il faut en avoir le cœur net, Bradley. Dépensez ce qu'il faut pour tout savoir. Oh, mais vous pensez bien que Brad fera de son mieux. Seulement de votre côté. Soyez à droite. Vous rentrez à Long Island? Oh, directement, chère Géraldine. J'y serai dans 1 heure. Un bon conseil. Gardez pour vous ce que vous savez. Ne cassez rien. Angelo, Si, signor. apportez-moi le whisky. Si, signor. Tu me dis pas bonsoir? Bonsoir. Chérie. Chérie. Qu'est-ce qui va pas? Ça va pas bien marcher à New York? Cet éditeur? Tant que rien n'est signé. Et pour madame, ça sera? Rien, merci. Si, signor. Merci. Oh, je t'en prie, chérie, assez. Si tu voulais me faire plaisir, tu modérerais la boisson. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai des spectres à chasser. Oh, comme tu es nerveux ce soir. Qu'est-ce que tu dirais d'aller voir les ballets scandinaves? Ah non, impossible. Parce que? Parce que ce soir, j'ai un rendez-vous, c'est tout. Avec Maureen Berry. Maureen Berry. Ce qu'elle vient faire là-dedans. Tu avais oublié? Alors ton ami Dobbs a bien fait de téléphoner. Dobbs. Mais oui, Dobbs. Il a cru que c'était la femme de chambre qui lui répondait. Et il m'a bien recommandé de te rafraîchir la mémoire. Et puis après, je suis majeur, non? Majeur ne veut pas dire menteur. Tu commences à me courir avec tes crises de jalousie grotesques. J'en ai marre, moi, de vivre en tête-à-tête avec une virago hystérique. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une virago hystérique. Une fécarabosse qui se croit tout permis parce qu'elle a du fric. Oh. Bientôt, je n'aurai plus le droit de faire 10 pas sans ma vieille bonne. Sa vieille. Sa vieille. On dirait l'otarie du zoo dans son bassin. Avale ton eau et fous-nous la paix. Oh, tiens, sale gigolo! De mieux en mieux. Voilà la douairière qui essaie de me tuer en me flanquant les potiches à la tête. Je vais te dresser, moi. Tiens. Et tiens. Peut-être que ça te calmera. Vieille bique. Oh, le voyou. Oh, le seul individu. Les compliments, vous la battez à présent. Qui vous a raconté ça? Géraldine a été la voir. Il paraît qu'on voit encore la marque de vos doigts. J'avoue que j'ai tapé un peu fort. Mais c'est elle qui avait commencé. Des injures et une potiche qui a bien failli me casser la tête. Ces scènes de jalousie deviennent intolérables. Sont-elles absolument injustifiées? Bien sûr. Oh, pas si sûr que ça. Environ 2 heures après votre exploit, vous avez été vu dînant dans un petit restaurant de Greenwich Village. Est-ce que vous me faites suivre à présent? Parbleu, c'est la vieille qui vous a chargé de me surveiller. Si j'en étais sûr. Non, qu'est-ce que vous allez chercher? C'est un peintre de mes amis qui vous connaît de vue, il vous a reconnu. Qui? Pensez bien, j'ai juré de taire son nom. Et puis après? J'ai bien le droit de dîner au restaurant? Oui, mais vous n'étiez pas seul. Non. Non, je n'étais pas seul. Oui, une jeune blonde ravissante. Et le signalement qu'on m'en a donné correspond étrangement à celui de cette jeune Maureen Berry, dont nous avons fait la connaissance il n'y a pas très longtemps.
Peut-on faire un scandale chaque fois qu'on verra une actrice dîner avec un auteur dramatique? Oh, ça, il faudrait avoir l'esprit bien étroit, en effet. Ainsi, mon ami, quand il vous a vu parquer votre voiture au coin de Lexington Avenue et de la 50e rue, a pensé tout naturellement que l'auteur montait chez l'actrice pour lui faire répéter son rôle. Bradley, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que vous êtes de mèche avec ma femme. Elle n'est pas méchante, Eddie. Mais vous êtes un bon garçon. Mais vous ne vous représentez pas un type bien comme moi, cultivé, un artiste, traité en esclave par une espèce de californienne parvenue dont le père écaillait du merlan sur les quais de San Francisco. Ouais. Une femme sortie de rien qui ne peut pas écrire 4 mots sans faire 3 fautes d'orthographe. Rien que cela ne me donne-t-il pas le droit de la tromper chaque fois que j'en ai l'occasion? Pas méchante. Pire que ça, mesquine. Une mégotière sordide. Vous ne connaissez pas la dernière? Non, quoi donc? Au moment où j'allais sortir, Angelo me remet une lettre de la rombière en question. Une lettre où elle m'annonce qu'elle réduit ma gratification hebdomadaire. Oui, parce que vous ne le saviez peut-être pas. C'est madame qui administre la maison, paie les domestiques et le mari. J'avais droit jusqu'à ce jour à $50 pour mes frais de métro, de cigarettes, de taxi. À titre de sanction, c'est son mot, qu'elle écrit avec un X, comme dans Fluxion, elle me réduit à $25. J'ai vu rouge. J'ai eu envie de monter jusqu'à sa chambre, d'enfoncer la porte et de lui flanquer une nouvelle paire de claques sur les traces de la première. Ça aurait été malin. Bradley, je ne vous reconnais pas le droit de vous mêler de mes affaires. Eh ben moi, je considère comme un devoir de vous empêcher de faire des bêtises. Fichez-moi la paix. Je vous interdis de venir faire le flic dans mon ménage, vous entendez? Je vous interdis. Oh, mais doucement, mon petit, doucement, hein. Vous avez une façon de vous emballer, là. Une vraie soupe au lait. Alors, parlons sérieusement, voulez-vous? Stella ne sait pas, je vous ai demandé de passer à mon bureau. C'est pas moi qui irai lui raconter vos petites frasques. Ça servira à quoi? Bon, n'oubliez pas que j'ai une grande part de responsabilité dans votre mariage. J'en ai été le témoin avec Géraldine. Je serais vraiment désolé si l'affaire tournait mal. Je me demande un peu pourquoi. Et elle tournera mal si vous continuez à batifoler avec les punaises de Broadway. Oui, qui s'imaginent que vous jonglez avec les millions. Vous courez tout droit au divorce, mon pauvre. Oh, nous n'en sommes pas encore là, tout de même. Je connais Stella. Quand votre inconduite aura été prouvée, adieu pension alimentaire, adieu indemnité. Oui, oui, je sais bien. Ah, alors? Toujours cette saleté d'argent. Vous devriez me remercier de vous parler ainsi. Vous serez bien avancé le jour où vous aurez retrouvé la dèche en chemise de soie râpée et chaussettes trouées, hein? Quand on a goûté au grand luxe, il est dur de retomber dans la Moïse. Oui. Vous avez raison. Merci, Bradley. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous rapapilloter avec cette pauvre Stella. Oui. Elle demande que ça, j'en suis sûr. Oui, je vous le promets, Bradley. Ça, mon chéri. Bonjour. Alors j'arrive de là-bas, il paraît que d'y rentrer chez lui vers 6h30 portant Oui. un énorme bouquet de violettes de Parme. Ah. Alors ça a été la grande scène d'attendrissement, ils se sont demandé réciproquement pardon, Oui. et ils ont versé de douces larmes. Et ce matin, le brave Angelo a été tout surpris quand il a reçu l'ordre de servir les 2 breakfasts dans la chambre de madame. Ah, voilà. Il me dégoûte assez le bel Eddie, tu sais. Oh, je ne me suis jamais fait d'illusions à son sujet. Tu vois, si l'on me demandait de lui donner des notes, je donnerais avantage physique 98 sur 100, talent 0, qualité morale double 0 et sincérité sentimentale triple 0. Ah, c'est sûrement dicté. Allez. Bonjour, Madame Géraldine. Bonjour, monsieur Dick. Alors, Dick. Alors, champion des limiers, as de la filature. Assieds-toi, qu'est-ce que tu as à nous raconter de beau? Bonjour, Brad. Tu vas voir? As-tu des renseignements précis sur l'activité de l'avocat McDonald, chez qui notre ami Eddie a ses grandes et petites entrées? Et justement, il y a chez lui une charmante petite secrétaire avec qui j'ai pas eu trop de mal à prendre contact. C'est une fille qui a pas froid aux yeux. Elle peut pas souffrir son patron et pas davantage des habitués du cabinet. Ce McDonald n'est pas un de ces avocats qui perdent leur temps à s'occuper des veuves et des orphelins. Il y a Non. mieux que ça à faire. Par exemple, défendre les racketters de grande taille. C'est le plus avantageux. Ah, Que l'un d'entre eux se fasse coffrer et hop, voilà cet honnête homme qui arrive, paie la caution et l'oiseau sort de la cage. Il a longtemps exercé ses talents à San Francisco. tiens. L'un de ses meilleurs clients de là-bas est en ce moment à New York avec une escorte d'hommes de main. Il donne ses rendez-vous dans le bureau de l'avocat et c'est pour le rencontrer que plusieurs fois par semaine le mari de Stella vient au 1515 de West End Avenue. Ça devient très intéressant, ta petite histoire. Ce gangster de San Francisco serait pas par hasard un certain... Il s'appelle Harold Derkovitch. Eh ben voilà, parle. Mais c'est cet ancien associé du premier mari de Stella, celui qui la faisait suivre avant son mariage. Oui, même j'ai reçu depuis une note complémentaire de mon correspondant de San Francisco. Tu veux me passer le dossier, Géraldine? Oui, attends. À droite, merci. Bien, voilà. Ah, me vois. Tenez. C'est assez grave d'après ce que nous savons de l'individu.
La dernière affaire traitée par les deux associés fut le racket des appareils à sous de l'Oregon et de l'Utah. On chuchotait dans le milieu que le vieil Oscar Wynne roulait Harold Derkovitch dans la répartition des bénéfices, ce qui était un jeu très dangereux. Si Oscar Wynne n'était pas mort d'une angine de poitrine, il est plus probable qu'Harold Derkovitch l'aurait descendu de sa propre main. Ah, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Je dis que notre gaillard n'est pas venu planter sa tente à New York pour le seul plaisir de jouer à la canasta avec ses amis MacDonald et Eddie Wilburn. Et si vraiment le père Oscar lui a étouffé quelques milliers de dollars au passage, il doit avoir en tête un coup pour les récupérer. Mais quel peut bien être le rôle d'Eddie là-dedans? Oh, depuis qu'Angelo m'a raconté sa façon bizarre de jouer avec les ampoules de thyroïdoxine, je me méfie un peu de ce gars-là, moi. Oh, écoute, tu as trop d'imagination, mon chéri. Non. Eddie a une mentalité qui ne nous plaît guère, mais c'est sûrement pas un tueur à gages. Mais tu crois vraiment que Stella court un danger? Écoute, je suis sûr de rien, mais je serais indigne de conserver ma licence de détective privé si je le laissais plus longtemps, cette pauvre femme sans défense. Oui, Viodic, t'as dû être étonné quand je t'ai demandé de cesser immédiatement ta filature et de passer me prendre pour aller d'urgence à Rhode Island. Oui, pourquoi? Ben, quand tu m'as appelé, je venais de parler avec Angelo. Il me téléphone tous les soirs d'un petit bistrot près de la propriété. Et la nouveauté du jour, c'était que les deux époux avaient décidé de sortir en célibataire. Celle-là qui fait partie du comité de la Croix-Rouge de Nelson Bay a une réunion à 9h. Habituellement, c'est Eddie qui prend le volant de la Cadillac pour la conduire là-bas. Bon, cette fois, il a prétexté un meeting d'auteurs dramatiques à New York. Ça encore, c'était pas tellement extraordinaire. Depuis le fameux pugilat, ils se font mutuellement des concessions. Mais quand tu m'as dit que tu avais repéré notre Eddie en compagnie d'une brune tapageuse dans un restaurant de Bedford Street, ça m'a mis la puce à l'oreille. Qu'Eddie se donne en spectacle à un moment où il a tellement besoin de se tenir peinard, il est tout ce qu'on voudra sauf imbécile. Alors tout d'un coup, je me suis dit, il se prépare à Long Island quelque chose de pas catholique. Faut y aller voir. Halte, police! Qui êtes-vous? Edward Wilburn? Je rentre chez moi. C'est son mari, laissez-le passer. Voilà monsieur Wilburn. Ah, Eddie. Bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette police? Ces gens, la maison sont dessus-dessous? Ah, vous êtes là, Bradley? Vous, au moins, expliquez-moi. D'où sortez-vous? J'étais à New York avec des amis. Pourquoi, enfin, finirez-vous par m'expliquer? Ma femme. Où est ma femme? Vous allez la voir. C'est bien ce que je pensais. Les résultats de l'expertise le prouvent. Il ne s'agit pas d'un simple dérapage sur la route mouillée. La voiture de Stella porte des éraflures et des marques de peinture grise sur le côté gauche. Mais tu crois vraiment que c'est à Stella qu'on en voulait? Qui d'autre? Ben oui. Tu sais comment les choses se sont passées. La coiffeuse n'avait pas apporté le rouge à ongles que notre Stella préfère. Elle propose d'aller en chercher à sa boutique. La pluie se met à tomber. Stella dit à la jeune fille, prenez mon imperméable, sautez dans la Cadillac, vous en avez pour 5 minutes. L'homme à la Mercury, qui devait être à l'affût quelque part sur la route, ne pouvait pas se tromper. Et c'est cette malheureuse qui a fait la culbute. Pauvre gosse. L'homme à la Mercury. Tu penses comme moi que c'est... Harold Derkovitch, bien sûr. Enfin, ou un de ses acolytes. Le plus terrible, c'est que notre pauvre Stella est toujours en danger. De plus en plus. Tu ne pourrais pas alerter tes amis de la police? Mais quelle preuve? La Mercury doit déjà avoir changé de couleur et de numéro. Ces gens-là, faut les prendre la main dans le sac. Du côté de Dick, rien de nouveau? Il continue à surveiller Eddie sans enthousiasme. Pas de nouvelle aventure galante? Oh, le gars ouvre l'œil. Il n'a pas revu sa petite Maureen Berry? Non, ça, je crois que ça va pas très bien coller entre eux. On m'a assuré que cette Maureen Berry était la reine des garces. Quand elle s'est aperçue qu'en dehors de son petit argent de poche, le bel Eddie n'avait pas $1 à lui, elle l'a laissé tomber. Je pense. Moi, elle doit être vexée. Je serais pas surpris qu'elle lui fasse un de ces jours une vacherie monumentale. Ils avaient dîné bien gentiment, monsieur Bradley. Ils sont montés à Newport dans la chambre de madame. Bon, les téléphones. Alors, je vais derrière la porte pour entendre. Je sais pas qui c'est qui était à l'autre bout du fil, mais ça parlait, maman, que madame ne pouvait pas placer une parole. Non, que sus D.O. et D.A. Et quand c'est fini, elle disait à son mari, c'est la roulure de Maureen Berry. C'est la roulure de Maureen Berry qui s'est fichue de moi. Qu'elle m'a dit que vous aviez couché. Si, c'est pas vrai, que disait monsieur.
Et même qu'elle a dit qu'elle avait une petite cicatrice dans un endroit. Si, et de lui dire des injures épouvantables. Tu peux aller la rejoindre tout de suite. Fichez-moi les camps. Si tu es encore ici dans 10 minutes, je te fais 7 dehors par Ancelo. Mamma mia. Heureusement, je n'ai pas où aller faire, hein, monsieur Bradley. Il a été chercher la Lincoln. Il est parti. Oh, je crois que cette fois, les menaces, il est bien cassé. Voilà les nouvelles, monsieur Bradley. Tiens, je te ramène ce monsieur. Dis, dans quel état? Ah ben, ce sont ses petits amis Harold Derkovitch et consorts qui l'ont arrangé comme ça. Ils lui ont enfilé une fameuse trempe. Tu penses bien que quand ils ont appris que monsieur Eddy était chassé, ils devaient pas être très satisfaits. Ça devait déranger leur plan. Et puis regarde ça, Brat. Ouais. Regarde. C'est dans cette petite boîte ronde que tu vas trouver la solution. Cette petite boîte remplie de poudre blanche. C'est de la coco, ça? J'étais là dans ma planque habituelle à guetter la sortie du copain. Quand je l'ai vu reparaître avec son œil au beurre noir, le faux col en ruine, titubant comme un homme sous, j'ai remarqué qu'il cherchait à se dissimuler dans l'entrée de la maison voisine. J'ai eu une intuition que j'allais apprendre quelque chose. J'ai foncé. J'étais sur lui au moment précis où il s'enfournait sa cochonnerie dans les trous de nez. Ça ne vous regarde pas. D'abord, vous n'avez pas le droit de m'amener ici. Les policiers privés n'arrêtent pas les gens. Eh ben, ça va. Tes petites colères m'ont jamais beaucoup impressionné. J'en sais maintenant la cause. Ça fait partie de ton état. Eh ben, tout vient d'une clarté éblouissante. Harold Derkovitch payait ta complicité en te fournissant cette drogue dont tu ne pouvais pas te passer. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Oh, ne m'engueulez pas. Je suis assez malheureux. Il y a 2 ans, j'ai subi une cure de désintoxication dans une clinique. Je me croyais définitivement guéri. Comment cet homme que je ne connaissais pas a-t-il pu être aussi bien renseigné? Il m'a fait empoigner par 2 individus, un soir. Ils m'ont amené devant lui et il a posé ses conditions. Vous pensez bien que d'abord j'ai protesté. Ils m'ont battu. Rien à faire. Alors, ils m'ont tenté. J'étais perdu. Voilà. Encore la faute de Stella. Si elle avait été plus large avec moi, j'aurais pu me procurer moi-même ce qu'il me fallait. Bon. Ben maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi Harold Derkovitch est si acharné à la disparition de Stella. Non. Si je parle, je suis un homme mort. Il est terrible. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas là-dessous une petite histoire d'assurance sur la vie? $1 million. Eh ben, rien que ça. Alors, si ta femme mourait avant toi, tu encaisserais $1 million. Et Derkovitch, naturellement, aurait sa part. La moitié. Eh ben. C'est à peu près ce que le premier mari de Stella lui avait volé. Alors, l'ampoule de virus, c'était une idée d'Harold Derkovitch. C'est toi qui devais substituer l'ampoule à celle de thyroïdoxine. Au dernier moment, tu t'es dégonflé. Et la Cadillac dans les rochers, c'est encore Derkovitch? Oui. Alors ton seul rôle, c'était de te créer un alibi de tourpeau pendant qu'on assassinait ta femme. C'était épouvantable. Bradley, je vous assure. Oui. Chaque fois, je me suis révolté, je les ai insultés, je les ai menacés. Ça se terminait par des bagarres. À la fin, il y avait la petite boîte qui me passait sous le nez. Bon, maintenant, dis-moi ce qu'il prépare, ton cher ami Derkovitch. Je ne sais pas. C'est bien sûr, ça? Je vous jure, je ne sais pas. Il m'a dit... disparaît jusqu'à nouvel ordre. Et loge-toi dans un hôtel. Si on te demande plus tard des explications, tu diras que tu avais eu des mots avec ta femme et que tu t'étais isolé pour travailler à tes trucs littéraires. Il ne m'a pas donné d'autres explications. Mais je crois que si vous voulez sauver Stella, il faut agir très vite. Oui, j'en ai l'impression. Ils ont appris qu'elle avait rendez-vous demain à 11h avec son agent d'assurance. Sans doute pour annuler le contrat. Dis qu'au galop, on saute là-bas. Bien, patron. Bradley, rendez-moi cette boîte. Elle est à moi. Oui, tiens, au point où t'en es, ça n'a plus grande importance. Allez, va te faire prendre ailleurs. Merci. Je suis bien tranquille. Le jour où la police officielle aura besoin de toi, elle n'aura pas de mal à te retrouver. Allez, filons, nous, hein. Bon, c'est très bien, Angelo. Retournez à votre office. À l'heure habituelle, montez dans votre chambre, mais ne vous couchez pas. Je pourrais avoir besoin de vous cette nuit. Ne bougez que lorsque je vous appellerai. Ne vous alarmez pas si vous entendez un peu de remue-ménage. Bien entendu, ne dire à personne que nous montons la garde dans le parc. Ah, merci. Bien, Dick, nous allons nous poster là-bas, derrière les rhododendrons. C'est le meilleur endroit pour surveiller la grande allée et les abords de la maison. Rad, tu entends? Oui. On dirait
On dirait quelqu'un qui marche sous les arbres. Tu vois quelque chose? Non, que du noir. Le grand arbre, de l'autre côté de l'allée. Ah oui, ça a bougé. Ça grimpe le long de l'arbre. Un gros chat. Oui, un très gros chat. Ah, je comprends. C'est le type qui escalade l'arbre pour voir ce qui se passe sur la terrasse. Oui. On distingue bien sa silhouette. Tiens, là, tu le vois, là? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce truc bizarre qui tient. Attends, je vois pas bien. Oh, il bouge plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a tiré. Une carabine avec un silencieux. Tiens, salaud, tiens. C'est là, êtes-vous blessé? Oh, Bradley, vous êtes là. Regardez dans le dossier de ma chaise longue. Ah bah vous l'avez échappé belle. Il vous a raté de quelques Oh, centimètres. j'ai entendu siffler la balle juste au-dessus de ma tête. J'ai jamais eu aussi peur. Calmez-vous, c'est un homme que j'ai vu grimper dans le sycomore. Quand il a été à votre hauteur, il a tiré sur vous avec une carabine munie d'un silencieux. C'est vite que j'ai pas eu le temps de prévenir son geste. Un homme? Oui. C'est pas... Non, c'est pas, rassurez-vous. Mais qui alors? Nous allons vérifier son identité tout de suite. Si vous vous sentez assez forte, descendez avec moi. Oui. Compliment, patron, tu gâches pas les munitions, hein? Il est mort? Le bandit a expié ses crimes sans douleur. Passe-moi ta lampe, Dick. Voilà. Regardez, Stella. Vous reconnaissez cet homme? Quoi? Harold Erkovitch. Oui, ça, je m'en doutais. Un homme qui faisait des affaires avec mon premier mari autrefois. Il a même essayé d'en faire avec le second. La première fois, il a perdu beaucoup d'argent et la seconde, il a perdu la vie. La veine est un château de cartes. Et vous savez qu'avec Eddie, c'est fini, hein? Bien fini. Oui, si Géraldine était là, elle vous donnerait certainement un conseil. Vous savez qu'ils sont toujours excellents, ces conseils. Oh oui. Ça serait de partir le plus tôt possible pour Reno, divorcer en 4 semaines et votre liberté reconquise, embarquer sur le premier paquebot à destination de la vieille Europe, afin d'y entreprendre une bonne cure d'oubli. Pensez-vous, Bradley, qu'en Europe, on trouve enfin des bons maris? Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Nous devons à George Bellairs de très bons romans tels que On appelle Scotland Yard, Little John en Provence et Cette année perdue, pour ne citer que les plus récents. Dans Où l'on joue au plus fin, publié comme les autres dans la collection Le Masque, le surintendant Little John de Scotland Yard reparaît, créant autour de lui un climat qui n'est pas sans analogie avec le climat de Maigret. Même force raisonnable et tranquille, même patiente persévérance, même humanité. L'action se passe non loin de Manchester, dans le village de Wiston, où Cromwell, l'adjoint dévoué de Little John, s'est rendu en qualité d'exécuteur testamentaire de son oncle Richard Twig, qui vient de mourir. L'oncle Richard laisse une confortable fortune à une veuve beaucoup plus jeune que lui. Or, Little John apprend par la police locale qu'un inconnu a tiré de nuit sur Cromwell dans une rue du village, non loin de la propriété de l'oncle Richard. La balle a atteint le sergent à la tête et on l'a transporté grièvement blessé à l'hôpital de Manchester, où Little John se rend aussitôt. Là, il apprend que l'on pourra sauver Cromwell, sur lequel on tente une difficile opération. En tout cas, on ne saurait l'interroger, et d'ailleurs, quand on pourra le faire, il ne pourra donner aucune indication. Il a été attaqué par surprise. C'est à Little John qu'incombera la tâche difficile de découvrir le criminel. Et le voilà installé au village dans un pittoresque hôtel tenu par une veuve non moins pittoresque. Mais d'abord, pour quelle raison s'est-on attaqué à Cromwell? Qui pouvait bien avoir intérêt à sa disparition? Il ne semble même pas que la mort de l'oncle soit suspecte. Au dire du rapport médical, il a succombé à une hémorragie consécutive à la rupture d'un ulcère. Oui, mais dans la poche d'un pardessus emprunté par Cromwell pour sa promenade nocturne, on a trouvé 2 comprimés d'un remède anticoagulant dont l'abus peut provoquer également une hémorragie fatale. Et Little John met en marche le lourd et puissant appareil de la police britannique. Comme toujours, George Bellairs croise adroitement les fils de l'intrigue principale et ceux d'une intrigue secondaire, et le résultat est un livre ingénieux et attachant qui ménage assez de surprises pour tenir en haleine le lecteur. Où l'on joue au plus fin, par George Bellairs, est publié dans la collection Le Masque.
Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Je ne suis pas sûr que l'on ait été bien inspiré en donnant pour titre au nouveau film de Robert Siodmak « Les SS frappent la nuit ». Cela va porter à croire qu'il s'agit d'une œuvre essentiellement politique portant sur les troupes d'élite et de choc de l'armature nazie. Or, s'il y a bien en effet un peu de cela dans cette histoire, il n'y a pas que cela. En réalité, il s'agit d'une affaire authentique qui se déroula en Allemagne il y a une vingtaine d'années. Une affaire assez semblable à celle que l'on connaît sous le nom de son sinistre héros, le vampire de Düsseldorf. Dans Les SS frappent la nuit, il s'agit d'un fou monstrueux qui étrangle les femmes avec une sauvagerie raffinée. Un jeune commissaire de police, Kersten, réformé après blessure de guerre, trouve un jour dans les archives de son service le dossier classé de cette affaire. Il le rouvre et s'aperçoit bientôt que l'on avait étouffé cette affaire parce que l'assassin, qui étrangle toujours quelques femmes de temps à autre, est un être tellement monstrueux que les autorités nazies se refusent à avouer qu'une telle brute peut exister sous le régime national-socialiste. Kersten veut arrêter Bruno Lüttke, c'est le nom de l'étrangleur, mais on lui fait entendre qu'il ne doit pas se mêler de cette affaire. Il s'obstine, mal lui en prend. On l'expédie sur le front russe comme simple soldat. Quant à l'assassin, on le liquidera et on exécutera à sa place un innocent dont les alibis étaient douteux et que l'on chargera d'un bon crime bien honnête et bien propre afin de ne pas déshonorer le régime. Siodmak nous avait donné en maintes autres circonstances la preuve de son talent de metteur en scène. Ici, il a exécuté un bon travail d'honnête artisan, mais cela ne suffit pas à rendre son film intéressant. C'est de la production de petites séries. Ce film, apparaît-il, était proclamé comme le meilleur film allemand de 1958. Cela est bien inquiétant sur le niveau de la production allemande actuelle. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir La Veuve aux gants roses, d'après le roman de Maurice de Cobra, dans une adaptation de Pierre Roland, avec Jacques Morel dans le rôle de Bradley, Rosie Vart, Jacqueline Rivière, Jean-Claude Michel, Georges Aminel, Geneviève Morel, Raymond Pélissier, Jean Bollot, Nicolas Amato, Pierre Olivier et Pierre Vernier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean-René Niclès. Prise de son Noël Barbet. Opérateur Charles Marier. Assistante Marie-Denise Voda. Réalisation Pierre Billard.